Bonjour Martin, Bonjour Jonathan, tu es Product Manager chez Digitaléo, c'est ça, en charge des réseaux sociaux. c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au quotidien chez Digitaléo? Oui, alors Product Manager chez Digitaleo, ça consiste à piloter la vision du produit, à enrichir cette vision et bien sûr à être au contact aussi de nos utilisateurs et de nos prospects pour être quotidiennement au contact de leurs besoins et apporter les fonctionnalités qui ont un maximum d'impact pour eux dans leur quotidien. Voilà le quotidien d'un Product Manager chez Digitaleo. C'est quoi ton bagage? Tu es diplômé, tu as quoi comme parcours justement pour maîtriser cette fonction réseaux sociaux? Alors j'ai une formation plutôt background marketing en école de commerce, donc forcément dans tout ce qui est cours classique de marketing, les réseaux sociaux occupent une grande part. Et donc ensuite dans mon parcours j'ai intégré Digitalo d'abord au sein de l'équipe Customer Success avant de rejoindre le pôle produit où on est aujourd'hui deux product managers sur les différents produits de l'offre Digitalo. On va parler dans ce podcast de la dimension professionnelle des réseaux sociaux, mais juste question un peu d'introduction. Toi personnellement, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'il y a un réseau que tu plébiscites plus que les autres? Est-ce qu'il y a un réseau que tu préfères à utiliser? Personnellement, moi je suis plus sur Instagram, plus pour suivre des comptes en lien avec mes centres d'intérêt, par exemple les sports nautiques ou le football. Ça c'est pas très original, mais quand même. Donc plutôt Instagram, ouais. Et puis même pour trouver de l'inspiration sur des destinations de voyage, j'aime bien parfois voilà, trouver des idées de voyage, en tout cas sur ce réseau-là. C'est un très gros sujet, les réseaux sociaux pour les points de vente. C'est très utilisé. Alors, je pense beaucoup à Facebook, je pense beaucoup à Insta, peut-être un petit peu moins les autres, mais on en parlera. Or, à quel objectif aujourd'hui répondent les réseaux sociaux pour un point de vente? La notoriété, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, déjà, donc effectivement, comme tu le dis, notoriété et visibilité, pour une raison simple, c'est qu'une marque, bien sûr, elle va exister par son côté institutionnel, mais nous, ce qu'on prône auprès de nos clients, c'est de réussir aussi à créer une relation de proximité, et donc là, c'est là qu'interviennent les établissements physiques à travers leur page locale. Et donc nous, c'est vraiment le discours qu'on tient auprès de nos clients qui sont beaucoup des enseignes, c'est de très bien avoir une présence de marque à travers la page nationale, mais on les encourage fortement aussi à représenter leurs établissements avec des pages locales où leurs établissements vont pouvoir relayer des prises de parole nationales, mais aussi avoir des prises de parole qui les concernent eux pour créer vraiment ce lien de proximité avec des communautés qui se trouvent proches et dans leur zone de chalandise. Ça, c'est une stratégie qui est assez nouvelle jusqu'à présent, enfin jusqu'en peut-être 2017-2018, le siège verrouillait beaucoup la communication locale et les points de vente n'avaient pas cette faculté à créer des pages locales. Comment tu as vu cette évolution justement? Est-ce que c'était une demande des points de vente ou est-ce que le siège était justement trop réfractaire encore à cette notion de communication locale? Je pense qu'il y a eu les deux en même temps. Petit à petit, les points de vente, de toute façon, qui souhaitaient communiquer, l'ont fait, mais de manière... Ouais, c'était une demande des points de vente. Et ils ont commencé à le faire, mais peut-être de manière archaïque. Et du coup, c'est là où, généralement, les têtes de réseau, les équipes sièges, eux se sont dit, très bien, cette énergie, il faut l'utiliser. Par contre, il faut qu'elle reste dans le cadre de la charte de la marque. Et donc, c'est là où des outils comme Digitalo, par exemple, peuvent jouer un rôle. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, en tout cas, sur cette partie-là. Quand on parle des réseaux, on a parlé de Facebook, Insta. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un panorama des réseaux intéressants, pas forcément tous légitimes, mais intéressants à utiliser pour un point de vente? Alors évidemment, il n'est pas question d'utiliser tous les réseaux sociaux, bien sûr, mais quels sont pour toi les réseaux qu'on peut lister qui sont intéressants à l'échelle pour répondre à un objectif de marketing local? Les trois réseaux les plus intéressants, sans aucun doute, c'est Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu mets LinkedIn en troisième? Ouais, en troisième. Pour l'instant devant TikTok, mais TikTok effectivement en challenger qui rattrape son retard. Et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, mais TikTok se positionne aussi sur le référencement local et donc le fait de représenter des établissements locaux et non plus que des marques. Mais effectivement Facebook et Instagram, je sais qu'il y a des chiffres là-dessus. 60% des enseignes, des marques estiment que c'est des réseaux sociaux en tout cas efficaces pour atteindre leurs objectifs business, et LinkedIn aussi de plus en plus avec une part un peu moins conséquente. Mais voilà, si on doit dresser un podium, en tout cas c'est Facebook, Instagram et LinkedIn en 3, avec effectivement des réseaux sociaux challenger qui arrivent comme TikTok. Ouais, alors on a Challenger, on a TikTok effectivement. Est-ce qu'on peut mettre du Pinterest, du YouTube, Twitter aussi? Est-ce que toi tu vois des émergences, des changements de comportement des entreprises justement sur ces réseaux? Tu vois, je prends Burger King par exemple qui est très actif sur Twitter, c'est leur marque de fabrique aussi.
Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller sur ces sujets-là, sur ces leviers-là? Alors effectivement, enfin, en fonction des secteurs d'activité, il y a des réseaux sociaux comme Pinterest, YouTube, Twitter qui ont beaucoup d'intérêt. Mais pour l'instant, ceux qu'on vient de citer, effectivement, plus pour une communication de marque, mais pas vraiment avec des déclinaisons locales. Donc voilà, si on doit reciter Twitter, Pinterest, YouTube, effectivement aujourd'hui, c'est des canaux qui fonctionnent très bien pour travailler sur une image de marque, une com plus institutionnelle. Par contre, c'est au niveau de la déclinaison, éventuellement en communication locale, où pour l'instant, c'est pas trop des réseaux sociaux qui s'y prêtent. Mais il y en a d'autres, on les a évoqués auparavant ensemble, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn. On va revenir sur les objectifs des réseaux sociaux. Tu parlais de notoriété, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet intérêt justement pour les entreprises d'être présents auprès des consommateurs? Tu parles aussi de proximité, c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment utiliser les réseaux dans cet objectif de présence? L'objectif de présence, il est très important parce que la présence, c'est ce qui va créer la préférence de marque par le contenu qu'on va leur adresser. Aussi, les faire participer, leur poser des questions, interroger sa communauté. Tout ça, ça contribue à créer du lien et donc finalement à créer une préférence de marque qui peut derrière influencer des visites en magasin ou des achats. Toi, c'est ça que tu retiens, cette notion de préférence de marque, c'est rentrer un petit peu dans le quotidien, la routine des gens quand ils vont sur les réseaux. Et puis le jour où ça va répondre à un besoin, ils vont y penser naturellement. C'est un peu ça l'idée. Dans le discours, effectivement, nous, ce qu'on prône auprès de nos clients, c'est déjà de se créer une présence qui soit cohérente avec le réseau, donc avec vraiment une page nationale pour représenter la marque et des pages locales. Une fois que cette présence elle est créée, effectivement, c'est ce que tu évoquais. Le deuxième temps, c'est de venir animer ces pages-là pour créer de l'engagement et créer finalement une préférence de marque qui derrière va se traduire en performance business si ça génère du trafic en magasin ou des achats. Mais effectivement, c'est ça le parcours. Ouais, tu parlais de contenu. Sur les réseaux sociaux, pas de contenu, pas de visibilité, et pas d'engagement, pas de visibilité non plus. Quelle est la bonne stratégie pour toi à mener quand on gère une page locale d'entreprise? En termes de contenu, en termes de fréquence, en termes de format? Est-ce qu'il y a des codes à respecter en fonction des différents réseaux? On va commencer par Facebook, peut-être. Ouais. Alors en termes de fréquence, effectivement, il faut un minimum d'animation sur les pages. On sait que de toute façon, les algorithmes d'exposition des réseaux sociaux apprécient une certaine fréquence. Donc, à minima, commencer par 2 posts semaine, c'est vraiment le strict minimum. Et après, en termes de prise de parole et de thématique, il faut réussir à équilibrer ces prises de parole. On ne peut pas faire que de la promotion ou de la prise de parole autour de son produit. Nous, ce qu'on prône, c'est la règle des tiers. C'est un petit tips qu'on donne à nos clients. Donc, c'est avoir 30% sur de la promotion, 30% en plus sur du partage d'anecdotes, de conseils ou de petites histoires sous format de storytelling. Et ensuite, 30% pour interroger sa communauté et les faire participer en leur posant des questions sur des thématiques qui peuvent les intéresser. Est-ce qu'on peut donner un exemple peut-être d'un secteur d'activité que vous accompagnez? Est-ce que tu en as un qu'on peut citer, par exemple, justement pour retracer ces 30-30-30? Nous on a un client qui est très proactif sur les réseaux sociaux qui s'appelle O2, donc c'est un réseau d'adhérents qui propose des services à la personne et effectivement en fait ils créent des packs de communication pour leurs adhérents en local où on retrouve typiquement des prises de parole qui vont être vraiment dans un premier temps autour de leur service, donc par exemple de la garde d'enfants. Là je sais qu'ils le faisaient par exemple beaucoup sur la période d'été pour garder des enfants pendant la période de mariage par exemple, donc ça c'est plus sur leur service et à côté de ça ils font des prises de parole un peu plus ludiques sur des temps forts de l'année, par exemple le poisson d'avril, des choses comme ça, voilà, des marronniers où ils vont venir apporter un petit peu plus d'humour et raconter des anecdotes ludiques autour de ces temps forts-là. Et puis ils interrogent aussi leur communauté, souvent en prenant un petit peu l'humeur et la température de leurs fans en fonction des différents moments de l'année. Donc voilà, ça permet d'illustrer un petit peu cette règle des tiers avec du 30% sur chaque thématique de prise de parole. Ouais, et ça, vous l'appliquez pour Facebook, mais aussi pour les autres réseaux sociaux. Instagram. Ça, c'est plutôt une bonne pratique généraliste, qui n'est pas propre qu'à Facebook, mais à tous les réseaux sociaux. On parlait de mixité au niveau des contenus, enfin de la ligne édito. Qu'en est-il du format? On connaît les posts photos, les albums photos, la vidéo, on voit beaucoup les reels, les stories. C'est pas facile de tout faire pour un point de vente, pour une entreprise. Quel est le bon mix pour toi dans les différents formats qu'on peut utiliser?
Le bon mix, ça va être de varier, c'est sûr. En fonction aussi des moyens et En fonction du des temps, moyens, parce que ça c'est sûr que c'est un critère très important, surtout pour un gérant de point de vente. Donc souvent le siège de toute façon sur des contenus vidéo va pouvoir aussi être source de propositions. Mais effectivement, il faut dans tous les cas réussir à communiquer de manière visuelle. Le plus efficace en termes d'investissement, c'est sûr, ça va être des posts images ou albums comme tu le citais. Mais il faut réussir à exploiter chaque mois des formats un peu plus engageants, plébiscités aussi encore une fois par les algorithmes des acteurs en question, notamment Instagram. Effectivement, faire du Reels, c'est le format vraiment en vogue qui va apporter le plus d'exposition. Et puis sur Facebook, réussir à faire de la vidéo aussi au minimum une fois par semaine. Et le format une fois par semaine, c'est bien, mais une fois par mois minimum. Et sur Instagram, le format story aussi peut être très intéressant pour avoir une communication un petit peu plus authentique qui va rentrer dans les coulisses du point de vente ou de la boutique en question. Vous qui accompagnez justement des sièges, enfin des réseaux de franchise, des réseaux de points de vente, quelle est la relation entre la communication dictée par le national et cette notion de décentralisation au niveau des points de vente? Comment on articule les formats, les contenus? Alors justement, on essaie dans la philosophie, en tout cas, qu'on prenne auprès de nos clients, que ça soit justement, que ça soit pas un diktat du siège vers ses points de vente, et qu'il y ait plutôt une collaboration qui se crée, où effectivement le siège va être force de proposition avec des prises de parole nationales que le local va pouvoir relayer pour augmenter la portée de ces prises de parole, qui sont souvent des temps forts nationaux et commerciaux importants. Et après, l'idée c'est que le local puisse en autonomie utiliser des modèles de communication un petit peu en libre service en fonction de son actualité, parce que c'est l'établissement local, c'est le magasin qui va savoir, sur beaucoup de prises de parole et beaucoup d'événements, à quel moment il est le plus pertinent de communiquer. Donc là-dessus, c'est important de proposer des ressources pour maximiser l'autonomie d'un point de vente sur ce type de prise de parole. Donc avec Digitaleo, il y a des templates, des modèles de prêt, et le magasin n'a plus qu'à appliquer finalement, à ajouter quelques codes d'authenticité, des portraits de collaborateurs par exemple, ajouter le côté local. C'est ça qui fait la différence. Quels sont les différents codes, tu vois, entre le national et le local? Est-ce que tu peux peut-être nous définir un peu les deux? Les différents codes entre les prises de parole, ça va être vraiment ça va être autour des thématiques. Donc ce que le siège va pouvoir proposer en libre service à un point de vente, c'est vraiment sur des thématiques que le siège peut pas anticiper. Je pense par exemple à des problématiques de recrutement, des problématiques aussi d'organisation d'événements en local. Donc voilà, c'est important de donner l'autonomie là-dessus. Je pense par exemple je sais qu'il y a Decathlon, un magasin Decathlon qui est près de Rennes à Champy, qui est très proactif là-dessus et qui organise très régulièrement des ateliers de formation aux bonnes pratiques sur les différentes disciplines de sport représentées dans le magasin, qui font des essais de chaussures ou de tenues de running par exemple. Et tout ça, c'est des petits événements proposés en magasin que le siège ne peut pas anticiper, donc où là typiquement ça a vraiment de la valeur que le point de vente ait de l'autonomie pour prendre la parole là-dessus. Et un sujet étonnant quand on parle des réseaux, c'est qu'il y a aussi un sujet managérial. Le fait d'impliquer les équipes aussi dans la vie du point de vente, dans la création de contenu, ça va contribuer à développer l'ambiance du magasin. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez ressenties avec les clients que vous accompagnez? Ouais, on ressent un vrai gain de maturité, d'autonomie, de montée en compétences aussi. C'est vrai qu'on peut aussi servir à ça. Et puis même, il y a quelque chose d'engageant qui contribue aussi à l'épanouissement, je pense, de pouvoir se sentir proactif dans la communication du magasin et dans son rayonnement. Donc c'est sûr que ça, c'est un vrai point positif et ça contribue à l'épanouissement des équipes aussi en local. Et voilà, en tout cas, c'est un plus qu'on peut parfois apporter. On en vient à un sujet un peu épineux sur les réseaux sociaux, c'est la mesure. Déjà, qu'est-ce qu'on mesure? Quels sont les différents KPI qui sont intéressants à analyser? Parce que Facebook nous en donne 10, même 100 si on veut. Quels sont pour toi les KPI les plus importants? Et comment on va mesurer, comment on va chercher du ROI, enfin mesurer du ROI sur l'activité des réseaux sociaux? Alors un ROI très précis sur la partie organique, c'est très compliqué. Par contre, on a quand même des KPI phares qui, s'ils sont en bonne santé, peuvent quand même traduire derrière une performance business. Donc nous, ce qu'on préconise de suivre en premier lieu, c'est l'évolution de la communauté, bien sûr. Donc le nombre d'abonnés, typiquement. Voilà, même si sur certains réseaux sociaux comme Facebook, l'évolution tend à diminuer, du moins à stagner.
C'est sur LinkedIn en ce moment qu'on voit les chiffres les plus intéressants en termes de croissance de communauté. Instagram aussi, mais Facebook un petit peu plus en berne. Le deuxième indicateur important, c'est de suivre son taux d'impression. Donc là, c'est combien d'abonnés j'ai réussi à toucher avec mon contenu. Là, Instagram est très performant en termes d'exposition. LinkedIn l'est aussi. Facebook, voilà, un peu moins toujours, pour donner quelques tendances. Et le dernier KPI intéressant, c'est de suivre ensuite le taux d'engagement. Donc là, corrélé à cette préférence de marque qu'on évoquait tout à l'heure, mais plus quelqu'un veut réagir à un contenu, plus ça traduit souvent en tout cas un engagement pour la marque. Et là, LinkedIn et Instagram aussi ressortent, et Facebook un petit peu moins. Mais Facebook reste quand même très intéressant comme réseau social pour toucher une audience généraliste. Ça permet quand même d'avoir une portée assez large. Ouais, parce que Facebook est effectivement un peu en perte de vitesse, mais quand on compare les chiffres avec Instagram par exemple, on est sur du 7-10 fois moins de visibilité. Je ne sais pas si vous me mesurez aussi de l'autre côté, mais on est quand même sur une visibilité moindre entre les deux réseaux, même si Facebook est effectivement en perte de vitesse. Non, c'est ce qu'on observe, vraiment une perte de vitesse. Après, ça reste l'audience la plus large et la plus généraliste. Donc, c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut toujours pas s'en passer. En revanche, voilà, faut quand même être proactif sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn, parce que c'est des réseaux sociaux qui, en termes de performance, sont quand même, ont un meilleur rendement. Donc, voilà, il faut réussir à communiquer en complémentarité sur ces différents réseaux sociaux. Nous, on a des fonctionnalités qui aident à faire ça, comme des fonctionnalités de cross-posting, donc qu'on préconise pas systématiquement parce que c'est pas la bonne pratique de cross-poster toutes ces thématiques. Donc, dans notre discours, on dit à nos clients d'identifier des thématiques à cross-poster, mais aussi d'identifier des thématiques qui vont vraiment nourrir une différenciation dans la prise de parole entre ces différents réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et LinkedIn. Ouais, qu'est-ce que tu entends par cross-post ? C'est du partage de posts ou ça va un peu plus loin ? Non, c'est pas du partage, c'est vraiment réaliser une publication qui va être distincte sur chaque réseau social, mais qui va partir de la même prise de parole. Et donc après, on va pouvoir juste différencier légèrement le format du visuel utilisé, par exemple, et quelques caractéristiques dans le texte de la description. Mais ça part de la même prise de parole, et l'idée, c'est de faire gagner du temps à quelqu'un qui souhaite maximiser la portée de sa prise de parole en communiquant sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Et au niveau des sièges, comment ça se passe, l'orchestration, la mesure de performance des pages locales ? Est-ce que vous les accompagnez sur ces sujets-là aussi ? Oui, bien sûr. Ça fait partie du rôle essentiel de notre outil. Donc, on va apporter différents niveaux de vue sur la performance et l'animation des pages. Donc, une tête de réseau va pouvoir analyser les performances page par page, mais surtout va pouvoir avoir une vue agrégée des performances des pages. Et ça, c'est vrai qu'en natif sur les outils de Meta ou même LinkedIn, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas reproduites. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une vue globale et agrégée des performances de ces pages. C'est exactement là où on vient se positionner du coup pour aider. Et la pensée du siège, quand ils ont cette vue sur les pages locales, quel est l'intérêt pour eux ? Est-ce que ça induit après un plan d'action, de formation, d'accompagnement des points de vente ? Comment ils utilisent cette donnée ? Tout à fait, ça va les nourrir sur les contenus qu'ils peuvent éventuellement proposer en plus pour aider leur point de vente, ou bien mettre à jour ou tout simplement corriger. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de réussir à prendre le feedback du local aussi et de le canaliser pour pouvoir adapter les contenus qu'on leur propose. Et puis aussi analyser avec des stats, on va dire, consolidées et un volume conséquent qui va pouvoir traduire de vrais faits, pouvoir analyser quels sont les formats qui de manière générale fonctionnent le mieux, quelles sont les thématiques qui fonctionnent le mieux, de le remonter et d'ajuster sa stratégie de publication par rapport à ça. Et ce qui est intéressant dans le volume de données qu'on peut générer, c'est qu'on peut apporter quand même de la véracité à ces données-là, parce qu'analyser des chiffres sur une page de manière isolée, c'est dur d'en tirer une vérité, alors que sur un groupe de pages, déjà ça a plus d'impact, donc on sert aussi à ça. Tu as parlé beaucoup de l'impression, de l'engagement. On n'a pas forcément beaucoup parlé du trafic généré, sur une landing page par exemple, ou vers les stores d'Apple ou Android. Il y a aussi un intérêt de sortir les gens des réseaux sociaux. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ? Est-ce que vous conseillez vos clients aussi là-dessus ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour rediriger les gens vers vos propres supports, enfin vers les propres supports du client, comme un site web, etc. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de rediriger vers un support sur lequel on a la mesure.
Donc effectivement, nous on a différentes solutions là-dessus, c'est de rediriger vers des landing pages qui peuvent être effectivement créées via notre outil ou bien déjà existantes chez notre client. Donc là effectivement on peut envisager des trackings pour suivre le trafic généré sur le web. Ce qu'on peut aussi proposer de faire, c'est de rediriger vers les pages Google par exemple du point de vente, qui peuvent elles-mêmes aussi déclencher des itinéraires ou des appels qu'on peut très facilement ensuite mesurer. Donc là aussi c'est un support sur lequel on va pouvoir générer de la mesure, mais voilà, toujours sur de la mesure on va dire de performance marketing. Le réconcilier avec un chiffre d'affaires, ça c'est encore une étape plus complexe qu'on ambitionne un jour quand même d'atteindre, mais aujourd'hui c'est pas le cas, on s'arrête vraiment à des mesures de conversion de trafic principalement. Et c'est là qu'intervient notamment la notion de sponsorisation ou de boost, beaucoup de gens l'appellent boost. Comment vous utilisez justement la publicité Facebook? Quel est le bon usage aujourd'hui pour un point de vente? On peut prendre n'importe lequel, mais je sais pas, un point de vente dans une ville de taille moyenne par exemple. Quel est le bon budget? Quelle est la bonne utilisation? Même si je sais que ça sera l'objet d'un autre podcast. Comment on l'utilise, la publicité aujourd'hui pour un point de vente? C'est une bonne pratique d'utiliser. Ouais, c'est nécessaire. Franchement, c'est indispensable d'utiliser en tout cas les réseaux sociaux en organique, mais aussi en sponsorisé. Donc là-dessus, effectivement, le sponsorisé, l'avantage, c'est que ça permet d'aller toucher une audience qualifiée qui fait pas forcément partie de sa communauté. Donc on va pouvoir toucher une audience plus large qui correspond quand même à des critères affinitaires avec la population type qu'on peut retrouver dans sa communauté. Donc ça c'est intéressant, il y a quand même beaucoup de critères de ciblage qu'on va pouvoir utiliser. Et après ça peut servir à différents objectifs, ça peut servir à des objectifs de notoriété, pour étendre son image sur les réseaux sociaux, aller toucher de nouvelles personnes. Et puis ça peut aussi servir à générer effectivement, comme on l'évoquait, du trafic sur des landing pages dédiées ou bien directement vers les points de vente concernés. Je pense encore une fois à la page Google en l'occurrence, qui est un très bon support en tout cas pour générer des itinéraires ou des appels directement en point de vente. Donc effectivement voilà, les campagnes sponsorisées vraiment à utiliser en complémentarité de ce qu'on peut faire en organique, mais comme tu l'as dit, ça fait partie d'un épisode à venir. On a beaucoup parlé de Facebook. Je suis assez intrigué par LinkedIn. Alors je sais que c'est de plus en plus utilisé effectivement en tant que page entreprise. Mais je suis assez curieux de savoir comment les magasins l'utilisent aujourd'hui. Et beaucoup nous posent même la question, qu'est-ce qu'on va publier sur LinkedIn? Est-ce que ça fonctionne comme Facebook? Est-ce qu'il faut publier autant que sur Facebook? Comment on l'utilise? Comment les magasins l'utilisent aujourd'hui? Enfin, les magasins et les points de vente. Alors ce qui est intéressant justement sur LinkedIn, c'est qu'on observe des points de vente qui l'utilisent à travers leur page entreprise bien sûr, mais aussi à travers des profils. Et c'est vrai que LinkedIn c'est le réseau social qui s'y prête le plus. On a souvent un profil lié à notre fonction également. Donc nous, les points de vente par rapport à ça, ils l'utilisent souvent avec un profil qui va être celui du gérant du point de vente, qui va permettre d'humaniser la communication, d'aller chercher une portée supplémentaire, d'apporter aussi un ton différent aux prises de parole, qui va plus être dans l'angle de l'apport d'un conseil, l'apport d'une expertise, mais en tout cas à travers un vecteur plus humain qu'une page entreprise. Donc même si les prises de parole elles peuvent être communes, ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir différencier le ton, en tout cas sur un même sujet, avec vraiment des prises de parole plus humaines à travers les profils qui vont maximiser la portée d'une thématique qu'on va tout aussi bien pouvoir faire à travers la page entreprise, mais c'est très intéressant du coup d'utiliser les deux en complémentarité. Et pour illustrer un petit peu cette bonne pratique, on retrouve beaucoup ce fonctionnement dans des réseaux de mandataires immobiliers. Donc voilà, ça s'y prête vraiment, et on sait que le secteur se développe beaucoup à travers ce mode de développement de mandataires, donc effectivement c'est très belle publicité au sein de nos clients. Quels sont un peu les grands axes de communication sur LinkedIn? On parle beaucoup, c'est très politique, très institutionnalisé. On parle beaucoup d'emploi aussi. Quelles sont les grandes thématiques selon toi sur LinkedIn aujourd'hui pour réussir? C'est important de réussir à créer, à poser son expertise et à la partager, aussi à exprimer des points de vue. LinkedIn, ça sert aussi à ça, à poser des opinions, poser son expertise, et tout ça, ça va pouvoir venir en renfort des valeurs de la marque. LinkedIn, ça peut aussi être utilisé pour ça, pour travailler son image de marque, et donc venir exprimer ses valeurs. Et puis, effectivement, avec des prises de parole
qui partagent de l'expertise et des opinions, venir donner plus de consistance à ces valeurs et à cette marque employeur qu'on souhaite véhiculer. Donc, en tout cas, effectivement, LinkedIn, c'est un canal indispensable pour travailler sa marque employeur. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on transmet aussi. Ouais, très intéressant. On arrive à la fin de ce podcast. Les réseaux sociaux sont très vastes, tu l'as un peu cité déjà. Quelles sont pour toi les tendances à surveiller? Quels sont les réseaux sociaux émergents en ce moment? J'ai l'impression que le paysage il est quand même assez défini, assez figé. On voit peut-être BeReal éventuellement qui émerge depuis peu. Est-ce que toi tu vois des tendances au niveau des contenus, au niveau des formats, ou puis même peut-être une plateforme qui existe que je ne connais pas encore? Est-ce que tu peux nous parler un peu des tendances à venir? Ouais, différentes tendances, effectivement. TikTok, BeReal, qui sont des canaux vraiment émergents qui permettent effectivement à des points de vente de publier des contenus un petit peu coulisses, voilà, directement au point de vente, qui permet aussi de mettre en avant son personnel, ses équipes. Donc là, encore une fois, on retrouve des réseaux sociaux qui se prêtent vraiment à créer des relations humaines et à humaniser la communication. Donc, TikTok, je le vois très bien. TikTok, ouais. Je suis plus surpris, mais peut-être qu'il y a des choses qui se font. BeReal aussi également, du coup, plus au format du coup un petit peu selfie, ça permet de prendre des posts avec deux points de vue, donc un point de vue selfie, un point de vue classique. Si ça permet justement de venir créer du lien, mettre dans les mains des équipes effectivement un outil pour se faire connaître aussi auprès de son public. Donc ça permet de créer du lien entre les équipes locales du point de vente et la communauté. Donc ça c'est sur la partie effectivement réseaux sociaux émergents. Il y a d'autres tendances qui arrivent sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle c'est aussi une opportunité pour demain faciliter la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça va aller très loin. Ça va probablement aider à rédiger demain des publications, à préparer directement des ressources images ou vidéos pour communiquer sur une prise de parole donnée. On pourra juste à l'aide d'un petit prompt qui donne du contexte obtenir directement un média utilisable pour une publication. Ça peut aller très loin. Ça pourra même aider à se faire challenger sur une publication. On pourra demander à une intelligence: qu'est-ce que tu penses de mon post? Est-ce que je peux le publier en l'état? Est-ce que tu me conseilles de le corriger? Voilà, c'est vraiment des choses qui vont arriver en tout cas, et qui vont aider à les points de vente et les marques à s'améliorer aussi. Donc nous on le voit vraiment comme une opportunité et c'est un sujet qu'on commence déjà à prendre à bras le corps. Ouais, on l'avait vu, je crois que c'était Carrefour, si je ne me trompe pas, qui avait créé un avatar pour répondre à des avis clients. Okay. Ça te parle? Ouais, sur la partie avis client, justement, donc on a commencé aussi à travailler le sujet. C'est vraiment un avatar vidéo. Un avatar qui répond directement, en vidéo. Ça pourrait aller très loin. Je pense que effectivement derrière, on arrivera à créer des chatbots qui se rapprochent de l'humain. Après, je pense qu'il faut pas chercher à remplacer totalement l'humain. Je pense qu'il faut viser à proposer une assistance qui apporte de la valeur à un consommateur. Mais derrière, il faut être intelligent pour savoir basculer au bon moment vers une escalade humaine, parce que voilà, c'est pas un objectif, en tout cas, c'est mon point de vue qui a du sens, à chercher à remplacer l'humain avec l'intelligence artificielle. Par contre, effectivement, ça peut permettre d'apporter une meilleure assistance et davantage de valeur dans plein de services qu'on peut proposer à ces consommateurs. Pour revenir sur la notion d'engagement, on disait pas d'interaction, pas de visibilité. Est-ce que tu as quelques cas clients justement que vous avez accompagnés, justement qu'est-ce que vous avez mis en place de bonnes pratiques pour justement interagir davantage avec les clients d'entreprise ou les consommateurs? Justement, je vais reciter O2 pour qu'on reste dans le même exemple. Mais O2 a même été force de proposition sur tout ce qui est animation de son réseau et parvenir à impliquer les établissements dans la stratégie social media de la marque. Et là-dessus, on a vraiment vu des bonnes pratiques émerger. C'est une marque qui a commencé déjà par être à l'écoute de ses points de vente pour comprendre leurs besoins, et je pense qu'effectivement c'est le bon point de départ, donc avec des sessions d'ateliers qu'ils ont pu organiser avec leurs équipes locales. Derrière, ils ont créé vraiment un pilote avec une vingtaine d'établissements identifiés sur lesquels ils ont pu commencer à identifier quels sont les contenus qu'ils pouvaient commencer à proposer
en local pour les aider à gagner en autonomie. Et derrière est venue la mise en place de l'outil Digitalio, mais effectivement déjà il y a une phase de prise en main par ces établissements pilotes. Ça a permis de roder tout un tas de réglages. Et une fois que tout ça a été bon, en fait, depuis la manière de fonctionner de deux, c'est d'embarquer tout le reste de son réseau par promotion, en fait, avec des promotions de 30 à 50 adhérents. Et aujourd'hui, sur les 400 adhérents du réseau, on a à peu près la moitié qui utilisent notre outil, en tout cas pour animer leur page locale. Et ça bénéficie vraiment à l'entièreté du réseau parce que, en tout cas, après 1 an d'utilisation, on a observé que rien que l'animation des pages avait été multipliée par 11 en termes juste de nombre de posts réalisés, qu'en termes d'engagement, les posts aussi avaient progressé en faisant x7 en termes d'engagement. Donc après, ils partaient effectivement vraiment de loin et vraiment du tout départ, mais c'est quand même des belles progressions à observer. Et puis en termes de visibilité et d'impression, là aussi, ils ont multiplié leur chiffre par plus de 10. Donc c'est vraiment des progressions en tout cas qui donnent confiance au reste du réseau et qui permettent derrière d'aller chercher, on parlait d'un fonctionnement par promotion, d'aller chercher les promotions restantes et d'avoir à terme l'entièreté du réseau à communiquer de manière synchronisée et en autonomie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vrai gain pour la marque. Ouais, c'est quoi la botte secrète en termes de contenu? Est-ce qu'il y a un contenu qui a plus performé que d'autres? Tu saurais me le dire? Des contenus plutôt ludiques, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, mais en fonction du marronnier de l'année, la marque a réussi à proposer vraiment des publications sur un ton décalé, humoristique, qui aussi vient interroger la communauté et les faire participer. Donc souvent on a vu des publications où directement les abonnés se voyaient poser une question et pouvaient venir y répondre directement en commentaire. Donc voilà, ça peut être aussi des jeux concours, mais tout ce qui est sous forme ludique en tout cas a été bien publicité par les adhérents et utilisé. Et on peut faire de la com locale sans forcément avoir les codes du Natio, enfin en tout cas en reprenant les codes peut-être plus institutionnalisés du Natio. Le local peut très bien être dissocié du premier, quoi. Tout à fait, le local peut aussi, imaginons, prendre une vidéo dans son magasin, prendre un client en photo s'il accepte, faire un petit shooting s'il le souhaite dans son point de vente pour communiquer sur un produit. Nous là aussi on permet sur ce cas d'usage-là au magasin de bien collaborer avec le siège, avec des mécaniques de validation effectivement, ou des mécaniques pour facilement habiller un média, image ou vidéo avec un petit élément de la charte de la marque, de manière à ce qu'avant que le contenu soit publié, ça soit à minima encadré ou validé par la marque, ou du moins charté à la marque, pour que ça soit quand même inscrit dans une charte globale. Merci beaucoup Martin pour cet échange, tes réponses hyper claires. Donc vraiment très très bien, merci. Je te remercie, c'était un plaisir.